Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur CRH? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une compagnie ici qui est voilà, un concurrent à Vicat, d'accord? Un concurrent également à la compagnie Holcim, un autre concurrent à la compagnie Heidelberg. Donc, en fait, j'ai décidé aujourd'hui de faire tout ce qui est secteur matériaux de construction, notamment en Europe. Donc, on aura Holcim, CRH, Heidelberg, au moins pour commencer par cela. Donc, on a déjà fait l'analyse ici de Vicat. Ok, donc je vous ai toujours dit que dans ce secteur-ci, c'est un secteur qui est intéressant quand tout va mal. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez vous pouvez avoir ces entreprises-là à un très bon prix. Vous pouvez par exemple prendre l'exemple de Vicat. Sur Vicat, ça ne se passe pas très bien en date d'aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui qu'on commence à voir les opportunités. Ça ne veut pas dire que demain, en fait, l'entreprise va remonter ou quoi que ce soit. Non, ça peut prendre quelques années. L'essentiel qu'on demande jamais à ce genre de compagnie, c'est au moins pouvoir s'autofinancer et d'avoir une dette très, très minime. Sur l'exemple ici de CRH, dans ce segment d'activité-ci en Amérique du Nord pour les matériaux de construction, d'accord? C'est l'une des entreprises enfin, vous allez le voir présentement, le niveau d'endettement le moins élevé. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout ce qui est agrégat, asphalte, ciment, voilà. Vous pouvez aller sur le site web de l'entreprise. Hein, donc, elle s'appelle bien CRH. Donc, c'est pas juste pour les produits liés au ciment. Il y a également des matériaux de construction. Donc, vous pouvez aller regarder sur le site ici à voir si ça vous parle. OK? Moi ici, j'aime ce genre de secteur. Pourquoi? Parce que c'est très facile à comprendre. C'est vrai que c'est lié au segment de la construction également, au taux d'intérêt, mais également à la dépense publique. Donc, c'est un business ici, on ne va pas réinventer la roue à ce niveau. Donc, il y a très peu de chances ici, de chance ici qui est voilà, une innovation technologique extraordinaire. Donc, du point de vue en Europe, j'aime bien ce segment-là, mais également aux États-Unis, j'aime bien ce secteur-là. Et je sais que c'est un secteur qui va avoir tendance à souffrir en ce moment. Donc, il pourrait être intéressant. Donc, commencez déjà à mettre ces entreprises dans vos watchlists. Donc, on va suivre le plan ici. D'accord? Premièrement, on va parler du revenu. Nous avons un revenu de combien en date d'aujourd'hui? Ici, les revenus sont en livres sterling. C'est une compagnie qui est, voilà, elle est cotée à Londres, mais son siège social est en Irlande. Maintenant, je ne sais pas pour tous qui sont dans le PEA, etc. Allez-y voir si c'est éligible. Moi, je ne sais rien du tout par rapport à ça. Donc, maintenant, en termes de revenus, moi, je l'ai juste analysé parce que j'aime bien ces segments d'activité-là, d'accord? Je pense que ce sont des entreprises, si on arrive à les avoir à bon prix, voilà, on les garde pour très, très longtemps, ok? So, ici, en termes de revenus, on voit qu'on a une croissance ici des revenus. Mais également, quand je vois ceci, nous avons une croissance ici en escalier, ce qui veut dire qu'on a dû faire une acquisition, quelques acquisitions, ou bien on a dû faire des fusions. Et vous remarquez que c'est une tendance dans tout le secteur, c'est-à-dire que c'est un secteur qui est en pleine consolidation. Ok? Donc, ici, vous voyez que voilà, on a une acquisition ici, on a une acquisition là, on a une petite acquisition également ici. Donc, on a une croissance ici par acquisition. Ok? So, c'est une bonne chose. Moi, l'essentiel ici pour moi, c'est que la croissance par acquisition ici, ça nous permet de maintenir nos marges, ok? Ici, quand on regarde, voilà, vous constatez qu'entre 2012 et aujourd'hui, on a des marges brutes qui augmentent. 2012, ici, et là, marge brute augmente. Mais également, vous constatez qu'entre 2008 et, disons, jusqu'en 2015, c'était à peu près, voilà, on a une décroissance. Après, on a une stabilité sur cette période-là. Donc, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est par rapport à la conjoncture, etc. Même en période difficile, vous remarquez que, bon, on a réussi à se maintenir. Donc, en marge brute, ça augmente, c'est bien. Est-ce que la marge EBITDA suit? C'est bien d'avoir des marges brutes qui augmentent, mais est-ce qu'on a des marges EBITDA qui arrivent à se maintenir également à des niveaux assez intéressants? Oui, la marge EBITDA augmente également. On a dépassé presque ce qu'on avait précédemment, donc à la dernière période, avant la dernière, comment on appelle ça, avant la dernière récession ici, d'accord? Donc on avait à peu près de 2008, en 2008 on était à peu près à 12 à 13%, et on a attendu à peu près les années 2018 pour revenir à ces niveaux-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi est-ce qu'on a eu cette grosse baisse-ci? Pourquoi? Parce que ça m'inquiète par exemple, ok? Ça m'inquiète énormément. Donc ce qui veut dire que peut-être à ce niveau-ci, en termes de net income, est-ce que les net income ont également eu tendance à fluctuer? Oui, vous constatez que cette période-ci a été une période assez difficile pour le business, alors que les revenus étaient à peu près stables. Il faut aller regarder pourquoi. C'est important, parce que ça pourrait revenir. Pourquoi? Parce que vous remarquez, c'est une entreprise ici, entre 2008 et 2009, on a eu des revenus en berne. On a dû attendre, enfin des bénéfices nets en berne. On a dû attendre à peu près 2017-2018 pour avoir à peu près des revenus au moins équivalents à ce qu'on avait eu en 2008. Ça fait un peu long. D'où l'importance d'acheter ce genre d'entreprise à un prix assez intéressant. Maintenant, c'est parce que ça reste de belles entreprises. Hein. Attention, c'est juste que ce sont des entreprises qui sont cycliques. Donc, généralement, quand le cycle se retourne, ça peut mettre du temps avant de revenir à la normale. Mais
il faut jamais se, comment on dit ça? Il ne faut pas se faire piéger par ce genre d'entreprise-là. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que c'est le genre d'entreprise, un peu comme le secteur de l'énergie, le secteur minier, le secteur de la construction, on le regarde uniquement quand tout va mal. Donc, présentement, comme par exemple, c'est le moment de regarder les Nexity, les Kaufman Broad, ou bien les, comment on appelle ça, ces entreprises-ci, les Saint-Gobain, ou bien les entreprises liées au segment de la construction. Même si on dit que Saint-Gobain, il y a également le segment, voilà, rénovation, etc. Mais rénovation, ça se rénove ici avec de la dette également. Donc, les taux d'intérêt auront tendance également à impacter ce genre de secteur-là. Donc, ici, en termes de revenus, à quoi s'attendre sur les 12 prochains mois, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, on regarde la tendance ici. Est-ce qu'ils sont pessimistes, optimistes? On voit ici que pour le moment, ils sont optimistes. Pour le moment, ils sont optimistes. En termes de revenus, les analystes s'attendent à peu près à avoir aux alentours de, voilà, 27 milliards, disons 27 milliards ici, 700 par là, d'accord? 27 milliards 700, ça reste une estimation. Actuellement, on est à 26 milliards 960, donc je mets 27 milliards 700. C'est à peu près la même chose que précédemment avec Lafarge, enfin avec Holcim. Donc, maintenant, on compare les net income, d'accord, avec les free cash flow. Est-ce que ces deux-là parlent le même langage? Et je rappelle ici que la dépense en capital dans ce genre d'entreprise est énorme. Donc le free cash flow, les net income ont tendance à représenter la véritable rentabilité de la compagnie. Mais on les compare quand même s'ils ont l'habitude de raconter la même chose. Donc, on dézoome un tout petit peu. Vous remarquez ici que c'est une compagnie qui n'a jamais perdu d'argent. Enfin, en tout cas depuis 1996, elle n'a pas perdu d'argent. Les bénéfices ont dû diminuer entre-temps, mais elle n'a pas perdu d'argent. OK? C'est-à-dire qu'en moyenne, parce que c'est le genre d'entreprise, il faut faire des normalisations ici, c'est important. Donc, en moyenne, ici, c'est une entreprise qui rapporte à peu près 700 millions. D'accord? 700 millions par là. Et je sais, genre, donc, si elle vous rapporte à peu près 700 millions, qu'importe la PO, vous avez au moins 700 millions. OK? So, maintenant, je prends les net income ici, parce qu'on a tendance à aller dans le même sens également ici. Donc, en termes de marge, ça donne combien? Margin. Net income margin, ça nous donne combien? Net income margin. Ici, on les dézoome un tout petit peu. On met ça comme ça. On met en médiane. Et je regarde sur les 20 dernières années. L'entreprise ici, c'est 5,66% en termes de marge. Mais vous constatez ici qu'on a eu une période de traversée du désert assez longue. Entre 2009 et 2017, ça n'a pas été facile. Donc, je vais les mettre ici annuellement. Donc, on est à peu près à 5,94 plutôt quand on le met annuellement ici. Sur les 10 dernières années, on est à 4,54. Sur les 5 dernières années, on est à 8,28. Donc, sur les 5 dernières années, ça se passe très, 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 très bien. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Personnellement, je vais me situer à 5,94. Même pas me casser la tête. Actuellement, on gagne beaucoup d'argent, tant mieux pour vous, tant mieux pour l'entreprise. Mais je sais également qu'il y a des risques à court terme, moyen terme. OK? Il y aura sans doute un ralentissement ici. OK? Là, on est à 11,81% sur les 12 derniers mois. C'est encore mieux. Mais je vais me situer à 5,94%. OK? 5,94. Maintenant, en termes de nombre d'actions, nous avons combien d'actions en date d'aujourd'hui? Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions ou bien qui émet de nouvelles actions chaque année? On voit ici qu'elle a eu l'habitude d'augmenter ses actions, mais également, il faut voir qu'elle a fait beaucoup d'acquisitions entre-temps. OK? Mais ici, à peu près depuis 2018, le nombre d'actions a tendance à diminuer. Donc, on est à 777,25. Donc, je vais mettre ici 777,3 pour faire simple. 777,3. OK, maintenant en termes de PER, on aura tendance à avoir les mêmes PER que les autres entreprises. Mais on va quand même vérifier ça ici. Ça reste que, vu qu'on a étudié à peu près le segment d'activité ici en Europe, on remarque qu'on est à peu près entre 10 et 15%, entre 10 et 15 fois les bénéfices par là. Donc quand je prends ici la moyenne, d'accord, je regarde cette période-là, sur toute la période qu'on a ici, on a 15 fois les bénéfices. Sur toutes ces lignes période, on a 15 à 16 fois les bénéfices par là. 20 dernières années, on a 17 fois les bénéfices par là. 10 dernières années, à peu près 17 fois, donc 16,8. 5 dernières années, on est à peu près à 15 fois. Donc, je prendrai ici 10, 13, 15. Je ne vais pas me casser la tête. 10, 13, 15. On peut aller plus que ça, tant mieux, mais je prendrai toujours 10, 13, 15. Donc, ici, je viens sur Finbox. Non, même pas sur Finbox. Je commence déjà à mettre ça ici. 10, ici, 13. Ici, voilà, je vais mettre le 10 à ce niveau-ci. Donc, là, maintenant, je cherche quoi? CRH, c'est celui qui est coté à Londres. Donc, on cherche aussi le CRH de Londres, c'est ça. CRH, LSE. Voilà, London Stock Exchange. Parfait. Donc, maintenant, on regarde ici 10, 13, 15 fois les bénéfices. Parfait. Maintenant, on va vérifier le nombre d'actions. On est à combien? 777,3. Donc ici, 744. Oui, ça fait quand même un tout petit peu trop. Bon,
C'est pas grave. Je vais le calculer ici manuellement, ça ne me dérange pas. De toute façon, je vais faire avec un seul élément ici. Maintenant, on cherche la dette nette. OK? La dette nette, on l'a à combien? Donc, dette nette ici. Alors, nous avons une dette nette qui a tendance à diminuer dans le temps. D'accord? Vous constatez ici qu'on a une dette nette. On avait une dette nette à peu près de 9 milliards en 2019. Là, on est à peu près à 3 milliards 630. Donc, elle rachète, elle repaye massivement sa dette. J'aime cette entreprise. Là, par contre, je commence à aimer ça parce que techniquement, je peux déjà voir ici que c'est une entreprise qui sait pertinemment que dans son segment d'activité, il ne fait pas bon d'avoir énormément de dettes. Mais on va vérifier ça maintenant ici avec la dette nette sur EBITDA. D'accord? Dette nette sur EBITDA, ici, on constate qu'on est à 0,8. Waouh! Et quand on va regarder ici dette nette sur EBITDA moins dépenses en capital, d'accord, on constate ici qu'on a 1,1. Donc vous constatez que sa dette nette ici comparée à si vous comparez à Lafarge, si vous comparez à Vicat, nous ici, voilà, elle est prête pour la récession. Et vraiment, elle est prête. Ce qui est sûr et certain, elle va s'en sortir. Il n'y a même pas de doute par rapport à ça. D'accord? Sauf fraude extrême. Et ça m'étonnerait beaucoup. Bref, ici, après la dette ici, le niveau de dette, on a vérifié. Parfait. On peut faire l'évaluation de la compagnie ici. 27 milliards 700 dans un environnement normal. Je reprécise toujours. Ça reste une prévision fois 0,594. D'accord? Multiplié par 15 fois les bénéfices. Je prends un seul chiffre. Moins la dette nette aux alentours de 3 milliards 630 millions. D'accord? Divisé par le nombre d'actions à 777,3, ça nous donne au total 27 livres sterling l'action. 27 livres sterling l'action. Donc en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui m'intéresserait à 27 livres sterling par action. Parce qu'à 27 livres sterling par action, voilà, ça prend en considération la dette. Imaginez aujourd'hui qu'on vous reverse la totalité des bénéfices nets ou des free cash flow moyens ici, divisé par le nombre d'actions, divisé par la capitalisation boursière actuelle de 26,53. Ah, non, on prend ici 26,53. Ça donne ici au total 6%. Donc, en date d'aujourd'hui, vous pouvez faire la comparaison avec les autres entreprises. Ici, on est déjà à 6% de rendement, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise se négocie aux alentours de 16 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on a l'habitude de rapporter en moyenne. À 16 fois les bénéfices, c'est déjà la marge supérieure. OK? On a payé une opportunité d'investissement ici. Ça pourrait être intéressant à partir de 27 euros, 27 livres sterling l'action. Mais elle a la possibilité de payer ce dividende qui est de 3,42% en date d'aujourd'hui. Et quand on regarde ici le paiement de ce dividende-là, est-ce qu'il est stable ou croissant? On remarque ici qu'il a le dividende ici est croissant dans le temps. Même s'il a connu une période de baisse entre 2008 et 2015, mais depuis que 2015 ici, il est de plus en plus croissant année après année. OK? Donc, il est safe ici. D'accord, le 3,42%, il y a de fortes chances qu'il continue à le payer. Surtout que 3,42%, quand on regarde bien ici, ça représente à peu près aux alentours de 600 à 700 millions. À peu près, c'est la moyenne de ce qu'il rapporte annuellement ici. D'accord, donc je vais juste vérifier ça ici. Dividend pay, comment dividend pay ici, est-ce que c'est ça? Oui, 700 millions par là. Et c'est la moyenne à peu près des free cash flow. La moyenne des free cash flow. Donc, si vous arrivez à acheter cette entreprise, si on nous la vend ici à 700 millions ici, disons 700 millions fois 15 fois les bénéfices, n'enlevons même pas la dette, divisé par le nombre d'actions 777, ça fait à peu près aux alentours de 13 livres sterling. Donc, idéalement, on aimerait bien l'acheter à 13 livres sterling. Si on l'achète à 13 livres sterling, c'est parfait dans le meilleur des mondes. Mais déjà, à partir de 27, ça commence à être intéressant. Donc, en même temps, ici, on peut comparer les actifs tangibles par action, donc tangible book value per share. Essayez de voir ici quels sont les actifs tangibles. Vous voyez qu'on se retrouve ici à 13. Les actifs tangibles par action sont en date d'aujourd'hui à 13 livres sterling, 12,96 si vous voulez. Ils ont tendance à augmenter. Ce qui nous conforte encore à l'idée de dire que si on arrive à l'avoir ici à 13 livres sterling, ça serait parfait. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, ce n'est pas une opportunité d'investissement, mais le prix n'est pas non plus mauvais. Mais voilà, je dirais que quand on veut investir dans les compagnies ici qui exercent dans le segment ici de la construction, il faut avoir un très bon prix d'entrée. C'est intéressant parce que la conjoncture pourrait, voilà, l'économie ici pourrait ralentir pendant une très longue période, d'accord, ou bien pendant une courte période. Vu qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler, vaut mieux privilégier ici un bon point d'entrée. Donc, en date d'aujourd'hui, ça ne sera pas un prix extraordinaire, mais ce n'est pas un mauvais prix non plus, d'accord. Pour quelqu'un qui recherche le dividende, ce n'est pas un mauvais prix non plus, d'accord. On va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je dirais qu'idéalement ici, comme je l'ai dit, à partir de 27 livres sterling, on commence à réfléchir. Mais en date d'aujourd'hui, c'est un peu élevé, mais ça reste une entreprise qui mérite d'être dans une watchlist. OK? Merci.